De débuter ce conseil municipal du 13 décembre comme secrétaire de séance. Sophie, est-ce que tu peux faire l'appel, s'il te plaît? Merci. Bonjour tout le monde. Philippe Guiguen. Présent. Catherine 1. Présente. Bertrand Coquart. M'a donné pouvoir. A donné pouvoir à Philippe Guiguen. Françoise Beaulieu. Bilal Psicri. Christiane Bontemps a donné pouvoir à Elisabeth Dominguez. Jean-Jacques Lecoq. Martine Plassard. Philippe Huré. Geneviève Boussinet. Martine Amiot. César Silou, absent, a donné pouvoir à Jean-Jacques Lecoq. Elisabeth Dominguez. J'ai perdu la ligne. Non, c'est bon. Jean-Christophe Tual. Fabienne Bouchez. Fabienne Vaugarny, absente, a donné pouvoir à Catherine 1. Benoît Lefort. Présent. Carlos Pereira. Présent. Sophie Stucki, présente. Tanguy Farougia. Cyril Lamiot, absent, a donné pouvoir à Benoît Lefort. Youssef Koutari a donné pouvoir à Françoise Beaulieu. Yasmine Djelaïa. Benoît Monteau, absent, a donné pouvoir à moi-même. Gérard Lévy. Présent. Dominique Dupuy-Goyet. Marcille David. Présent. Nicolas Hu. À Gérard Lévy. Mathieu Seval. Présent. Dalila Drif a donné pouvoir à Monsieur Seval, c'est ça. Catherine Géronimi. Absente, a donné pouvoir Anne-Claire Frémont. Eh bien, Anne-Claire Frémont. Et Marc Le Rouge. Ok. Merci Sophie. Il n'y aura pas de vote du compte-rendu du précédent conseil puisqu'il était très, très récent. Donc nous le ferons lors du prochain conseil du mois de janvier. Donc je propose de passer au point suivant qui concerne les délégations de compétences et de faire comme à chaque conseil, c'est-à-dire si vous avez un certain nombre de questions, donc on les prend en note en début du conseil et on essaie d'y répondre en fin de conseil. Et si nous n'avons pas tous les éléments, nous répondrons par écrit. Merci. Y a-t-il des questions sur les délégations de compétences? Oui, Monsieur Seval. Oui, alors sur la décision 22.305 avec la direction des services techniques et du développement durable, il y a eu une formation qui a été réalisée, a priori. Donc je pense que c'est pour des administratifs. Est-ce qu'il y a des élus qui ont participé à cette formation? Et quand est-il sorti? Est-ce qu'il y a un agenda qui suivra cette formation sur le développement durable? La 22.305. Okay. Ouais, okay. C'est tout. D'accord. Oui, Monsieur Lévy. Alors, Monsieur Lévy, la 22.280 concernant l'avenant numéro 3 au marché de nettoiement urbain, dont la somme est de 27 389. La question est du suivi de ces contrats d'entretien, puisque je prends à témoin le parking extérieur de l'avenue Jean Jaurès, où plusieurs fois je suis intervenu auprès des services techniques pour signaler l'état déplorable, dont récemment un véhicule on peut dire à courant d'air, avec des déchets à l'intérieur, donc en valeur d'épave, et qui doit être signalé au commissariat. Je l'ai fait signaler au service technique. Donc je crains qu'il n'y ait pas une réactivité suffisante, parce que je pense qu'une intervention à ce niveau-là mérite, pour l'hygiène et l'entretien, puisque c'est... Bon, ces détritus attirent, comme on dit, ça peut attirer des rats. Hein. On n'en est pas comme à Paris, mais n'arrivons pas à ce niveau-là. On le souhaite. Hein. Pareil pour les sangliers. On voit des sangliers à Saint-Raphaël, hein, vous voyez, mais on n'en est pas encore là. Nous envoyons au parc de Diane aussi. Ils sont dans le parc de Diane, et en effet, il va falloir trouver la recette miracle. Hein. Donc, je demande qu'il y ait un suivi, qui soit présenté une fois par an pour la périodicité donc de l'entretien, hein, y compris pour les escaliers
qui est important au niveau de la sécurité d'accès à la gare, et surtout, dernière minute, l'éclairage. C'est un écart que je fais, mais ce soir, j'ai emprunté l'escalier descendant venant de Paris, et en effet, il y a une obscurité, et quand une foule descend, franchement, il suffit d'une canette, c'est déjà arrivé plus d'une fois, on peut glisser, et ça entraîne une foule. Donc je demande à ce qu'on veille à l'éclairage suffisant pour éviter de tels risques. Merci. Alors j'ai peut-être un autre. Je laisse la parole à Mathieu, si tu as d'autres. Tu n'en as pas d'autres? Alors, si. Bon, merci. On essayera de répondre de façon le plus précisément à la fin du conseil, sinon on fera un complément écrit. Le point suivant, donc les deux prochains points sont des points financiers qui seront présentés par Catherine 1 et qui seront des points analogues à ceux qui seront également présentés en conseil communautaire de jeudi. Voilà, Catherine, je te laisse la parole. Donc le premier point, la fixation de la règle des amortissements au prorata temporis et la validation de la fongibilité des crédits dans le cadre de la mise en place de la nouvelle nomenclature M57. Donc on avait déjà évoqué ce point lorsqu'on a validé le fait qu'on passait à la M57 au 1er janvier 2023. Le principe étant qu'aujourd'hui, nous amortissons les biens à partir de l'année qui suit leur acquisition. L'amortissement prorata temporis met en place un système d'amortissement qui les amortit dès leur jour de mise en service. Donc, ce qui est proposé, donc, c'est de prendre en compte comme date de mise en service la date du dernier mandat d'acquisition pour permettre le démarrage des amortissements. Les amortissements au prorata temporis démarreront uniquement pour les nouveaux flux à compter du 1er janvier 2023. On ne va pas revenir sur les amortissements qui sont en cours. Ce serait trop compliqué à gérer, donc on va les finir tels qu'ils ont été commencés. Le seuil est fixé à 500 € hors taxe et non TTC, comme c'est indiqué sur le document, c'est hors taxe. Donc, petite spécificité pour ceux qui sont à moins de 500 €, c'est de proposer un amortissement total sur l'année qui suit leur acquisition, puisque ce sont de très faibles montants. Vous avez en pièce jointe le tableau récapitulatif des durées d'amortissement. Et suite aux questions sur lesquelles nous avons échangé avec M. Lévy lors de la commission, petite précision pour les deux dernières lignes du document. En ce qui concerne les subventions d'investissement affectées à de l'équipement non amortissable, il n'y a pas de durée d'amortissement puisque c'est non amortissable. Et en ce qui concerne les subventions d'investissement qui sont affectées à de l'immobilisation amortissable, la subvention d'investissement a la même durée d'amortissement que le bien qui a été acquis, tout simplement. Ça va se dérouler sur le même rythme. Deuxième point sur cette délibération, la possibilité, on l'avait déjà évoqué également, de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, hors les dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Si cette option était utilisée, il y aurait une information de l'Assemblée délibérante lors de la séance suivante. Donc, si on récapitule, il est proposé au Conseil municipal d'adopter les durées d'amortissement qui sont mises à jour et complétées dans l'annexe, avec la petite modification que je vous ai précisée. Approuver l'application de la méthode de l'amortissement au prorata temporis à compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2023. Approuver l'amortissement des biens faibles, valeur inférieure à 500 € en annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. Et enfin, autoriser le maire à procéder à compter du 1er janvier 2023 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles. Voilà. Voilà, merci Catherine. Donc, qui est un rappel des nouvelles règles qui nous seront opposables concernant la M57 à partir de l'exercice prochain. Y a-t-il des questions ? Non, s'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Donc merci pour cette unanimité. Point suivant qui concerne l'adoption du règlement budgétaire et financier de notre commune, qui est en fait un descriptif de l'ensemble des bonnes pratiques financières que nous devons de respecter. Voilà, je te laisse la parole, Catherine.
Donc, dans le cadre toujours de l'adoption de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023, nous devons mettre en place notre règlement donc, sur les années à venir. Donc, les bases de ce règlement budgétaire et financier, c'est la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances de 2001, le décret GBCP, donc gestion budgétaire et comptable publique de 2012, qui nous permet de définir la totalité en fait des règles à mettre en place. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture du règlement budgétaire et financier, je vous en fais grâce. Simplement, ce règlement recueille donc toutes les procédures qui vont être mises en place, crée le référentiel commun, rappelle toutes les normes et comble éventuellement les vides juridiques, notamment en matière d'autorisation d'engagement, d'autorisation de programme et de crédit de paiement. Donc vous avez le règlement budgétaire et financier qui est en pièce jointe. Si vous avez des questions sur ce document, n'hésitez pas. Je ne vous garantis pas de répondre à tout en direct, mais j'essaierai de le faire. Y a-t-il des questions? Alors oui, une question, donc plutôt une remarque, si on est bien sur effectivement le RBF dans ce contexte. C'était une remarque d'ordre, on va dire, d'agenda, où on a un empilement des délais et les décisions en fait qui se prennent en avril. Donc c'était peut-être un petit peu tard par rapport au budget qui pourrait se prendre un petit peu plus en amont, des décisions qui pourraient se prendre un petit peu plus en amont. Donc ça arrive vraiment très tard dans l'agenda de l'année, en fait, tout simplement. Alors, votre question est par rapport au fait que nous passons le budget en avril, qui est tard, c'est ça? Oui. Alors, bon, là, vous comprenez la logique du budget en avril cette année, compte tenu d'un certain nombre d'incertitudes, notamment sur tout ce qui concerne l'énergie, tout ce qui concerne les recettes avec l'évolution des bases. Et donc, il est beaucoup plus prudent, pour avoir un maximum d'informations, de le reporter en avril, ce qui ne nous empêche pas de fonctionner, puisque l'on vote, on a déjà voté même la possibilité d'engager un quart des investissements. D'ailleurs, c'est tellement compliqué pour un certain nombre de communes cette année que même l'agglomération, pour la première fois, a décidé de ne pas voter son budget au mois de décembre. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux, cela ne nous empêche pas de fonctionner, il vaut mieux présenter un budget avec un maximum d'informations fiables, parce qu'aujourd'hui, entre les informations qu'on a une journée et qu'on a le lendemain, c'est pas toujours la même tendance. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Vous aviez une autre question? Qui s'abstient et qui est pour? Merci. La délibération suivante sera présentée par Jean-Jacques. Bonsoir. Donc, délibération qui concerne la convention de mise à disposition du SIG, Système d'information géographique de Saint-Quentin en Yvelines, et en particulier l'avenant base adresse locale. La loi numéro 2022-2017, dite loi 3DS, a modifié le cadre réglementaire de la base adresse nationale, BAN, base de données ayant vocation à réunir l'ensemble des adresses géolocalisées du territoire national. Elle est la seule base de données d'adresses officielles reconnue par l'administration. Les communes compétentes en matière d'adressage et leur EPCI constituent leur propre base d'adresse locale, permettant d'alimenter la base adresse nationale. Pour les communes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, la base adresse locale est intégrée sur le système SIG, Système d'information géographique de Saint-Quentin en Yvelines. En 2018 déjà, Saint-Quentin en Yvelines et les communes se sont entendus pour que le SIG de l'agglomération soit mis à disposition des communes. Charge pour les communes d'alimenter cette base de données par des informations qu'elles détiennent. En contrepartie, Saint-Quentin a pour mission de maintenir cet outil à jour. Donc cette convention, si elle prévoit bien des dispositions concernant la base adresse locale, il est maintenant nécessaire de la compléter afin de tenir compte du nouveau cadre réglementaire. C'est pourquoi il est proposé de fixer par avenant à la convention de mise à disposition du SIG
de Saint-Quentin-en-Yvelines les modalités de coopération entre les communes et Saint-Quentin-en-Yvelines, afin que l'agglomération soit en mesure d'alimenter la base adresse nationale pour le compte des communes. Cette convention fixe dans son article 3 les obligations de la commune, dans son article 4 les obligations de Saint-Quentin-en-Yvelines et dans son article 5 les dispositions financières. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition du SIG et de confirmer que les dispositions financières sont inchangées. Voilà. Y a-t-il des questions à propos de cette convention avec Saint-Quentin? Alors, moi j'ai une question. L'ensemble, ça sont des informations qui sont uniquement partagées, je dirais, par des acteurs de ville en ville, ou est-ce que ce sont des données qui sont disponibles pour une utilisation entre guillemets pour tout citoyen des communes? Ce sont des données qui sont remontées au niveau de Saint-Quentin, qui est l'opérateur de ce SIG. Après, nous pouvons, peut-être le cas échéant, avoir d'autres informations sur d'autres villes, mais c'est pas nous qui sommes le leader là-dessus. Ma question était plutôt sur la mise à disposition des données. Est-ce qu'elles sont en libre accès en open data, tout simplement? Non, voilà. Non. Pour le clécien ou la clécienne alpha, d'accord. Non. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. La délibération suivante concerne la création du syndicat intercommunal de prévention et de police de plaisir les Clés-sous-Bois. Alors, dans le cadre de la mutualisation de certaines actions en vue d'améliorer leur efficience, nous avons déjà, avec la commune de Plaisir, en séance plénière du 15 novembre, créé le CISPD, Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. La création de ce syndicat de police les Clés Plaisir va dans cette même logique de mise en commun de moyens humains, de moyens financiers, de manière à améliorer l'efficacité du service proposé. C'est ce qui vous est décrit dans la première note de présentation que vous avez, sachant que le statut du syndicat qui est soumis au vote ce soir et qui donnera lieu à la même chose demain à Plaisir est la première étape et une étape nécessaire pour qu'il y ait un décret de création de ce syndicat par la préfecture. Voilà. Donc, je suis ouvert à toutes vos questions relatives au statut de ce syndicat, sachant que nous en sommes aujourd'hui que dans une première étape de description des statuts qui ont été mis en œuvre par notre commune, Plaisir, bien entendu, avec le rôle majeur de la préfecture pour être conforme à ce que souhaite la préfecture. Oui, Monsieur Lévy. Nous avons deux absents, mais nous travaillons en collectif, donc je vais vous lire les réflexions de nos camarades qui ont travaillé sur ce dossier. Donc déjà, d'un point de vue général, il n'est présenté à l'intérieur de ce dispositif nouveau que l'aspect sécuritaire par la mise en commun des moyens des forces de police municipales. Or, si ce syndicat s'appuie sur les travaux du CISPD, la dimension de prévention et de moyens à mettre en face en est absente et devrait être ajoutée. Sur les 8 membres du CA, qu'un poste soit au moins réservé dans chacune des communes aux minoritaires, l'opposition minoritaire. Sur 8, c'est au prorata de la proportionnelle, je pense que ça serait utile et démocratiquement nécessaire si on veut que tout le monde travaille à fort-escient dans ce sens. Qu'en est-il de l'exercice des pouvoirs de police du maire de chacune des communes qui ne doivent pas fondre au profit du ou de la présidente du syndicat?
quel sera l'impact financier sur le budget de la commune en se référant aux articles 21 à 27 et avec aucun chiffre donné, sinon une règle de répartition dans l'article 2. Enfin, pour l'article 30, entrée de nouveaux membres, y a-t-il des échanges à échelle de l'agglomération sur le sujet? En effet, la question de mutualisation et de développement de moyens à grande échelle pourrait contribuer à ce que des services de prévention spécialisés ayant été supprimés puissent revoir le jour et donc compléter cette politique publique. Merci, Monsieur Lévy. Je vais répondre sur un certain nombre de points parce que je peux apporter une réponse ce soir. Pour d'autres, ça sera le syndicat lui-même qui apportera cette réponse. Néanmoins, sur le rôle de la prévention, il est évident qu'il y a un rôle de prévention qui sera pris en compte au niveau de ce syndicat. Un syndicat intercommunal de police, ça n'est pas un syndicat lié uniquement à la répression. Il y a prévention. Et également autre chose. Vous avez parlé de la police du maire. La police du maire est conservée sur chacun des territoires du maire, de la commune, pour le maire concerné. Je pense que d'ailleurs c'est précisé dans le statut. Il n'y a pas aujourd'hui d'échange prévu pour un accroissement par rapport à d'autres communes qui viendraient sur ce syndicat. Après, qu'est-ce qu'il en adviendra dans les années à venir? Ça, personne aujourd'hui peut le mentionner. Il n'y a pas de chiffre financier, ce qui est tout à fait logique. Il n'y a qu'une règle de répartition à partir d'assiettes qui seront communiquées par le trésorier payeur, parce que la première étape sera, lorsque le syndicat sera créé, de proposer un budget pour ce syndicat. Voilà. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas à cette étape-là. Ensuite, votre autre question sur un poste pour l'opposition, ceci n'a pas été débattu pour l'instant. Ce sera aussi le rôle du syndicat de le voir. Par contre, ce que je peux dire, c'est, on le voit tous les ans lorsqu'il y a un syndicat, de toute façon, il y a un compte-rendu d'activité des syndicats avec toutes les informations nécessaires pour qu'il y ait connaissance et transparence au niveau de tous les membres de notre Assemblée. Voilà. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, nous en sommes à la première étape. Hein, voilà. Oui, je pense que vous avez bien entendu que je conserve le pouvoir de police au niveau des Clés-sous-Bois et ma collègue, bien entendu, au niveau de Plaisir. Oui, monsieur Seval. J'ai une question, je crois qu'on l'avait déjà abordé la dernière fois quand on avait parlé du CISPD. Le but de l'initiative, hein, c'est aussi d'attirer, donc si j'ai bien compris, les policiers municipaux. Exactement. Est-ce que cette initiative a déjà été prise par d'autres villes ou groupements de villes, et quels en ont été les résultats si on se porte là-dessus? Est-ce qu'on a des espérances d'attirer 30 policiers municipaux? Je me suis pas penché sur ce qui s'est passé dans les autres villes. Ce que je peux vous dire, parce que nous sommes dans la finalisation du syndicat, mais depuis que la création de ce syndicat est connue autant au niveau de notre commune, nous n'arrivions pas à avoir un nombre de policiers municipaux réguliers. Autant depuis qu'on a annoncé la création du syndicat, il y a un nombre de CV qui arrivent au niveau de Plaisir pour le futur syndicat. Voilà. Puisque comme je pense que c'est précisé, mais il y aura un poste sur la commune de Plaisir, mais il y aura aussi un poste sur la commune d'Éclay. Parce que comme on l'a précisé tout à l'heure, il y a la notion de prévention, mais il y a aussi la notion de proximité. Mais tout ça sera complété lorsque le syndicat sera créé, et ce devrait être fait lors d'un prochain conseil municipal que l'on souhaite placer le 11 janvier. Voilà. S'il n'y a pas de questions complémentaires, je propose de mettre aux voix pour les statuts de ce syndicat. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité qui est
je le pense et je l'espère, un gage important de tranquillité pour nos concitoyens. Le point suivant, c'est Catherine qui le présentera, qui est le protocole d'accord transactionnel sur les accords cadres de fourniture des produits d'entretien. Tout à fait. Donc, nous avons un groupement de commandes avec la ville de Plaisir et dans ce cadre, nous avons signé donc, un marché avec la société Miserere Regnault Nettoyage. Donc, 21 mars 2022, l'accord cadre a été signé, durée d'1 an, reconductible 3 fois pour une durée maximale de 4 ans, avec un montant maximum pour la ville des Clés de 165 000 € annuels. Compte tenu de la conjoncture actuelle, au mois de mai, le titulaire nous a saisis pour faire part de ses difficultés compte tenu de l'impact de la hausse des matières premières. Le 11 juillet 2022, un avenant a été établi pour réajuster les prix unitaires sur la base de l'indice de révision prévu dans l'accord cadre. Et de nouveau, au mois de septembre, le 9 septembre exactement, on a été de nouveau saisis puisque cette révision des prix ne permet pas en fait de prendre en compte le réel impact financier et économique qu'il subit. Il y a eu une réunion le 20 octobre et donc un accord que nous vous proposons, le principe étant de prendre en compte les factures d'achat de ce fournisseur pour revaloriser en fait le tarif qu'il va nous appliquer. Il y a donc 2 périodes qui vont être prises en compte. La période d'octobre, novembre, décembre, ça va se faire par trimestre. La période de janvier, février, mars. Donc il y aura une indemnisation qui sera calculée au trimestre, à terme échu, sur présentation des factures d'achat de ces fournisseurs. Et nous gardons la possibilité, bien évidemment, en fonction de ce qui nous sera présenté, de rediscuter avec le titulaire du marché si on trouvait que sa demande était un petit peu exorbitante. Voilà. Donc, il vous est proposé de signer le protocole d'accord transactionnel pour permettre à la société MRnet une prise en compte correcte des prix d'achat dans le cadre de ce marché. Il y a juste dans le protocole d'accord, je vous précise tout de suite, une phrase qui était surlignée, qui va être supprimée du document. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ce protocole d'accord ? Non, s'il n'y en a pas, donc je propose de mettre au vote qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Point suivant qui sera présenté par Françoise et qui a trait à l'application EcoWatt. Merci, monsieur le maire. Quand je dis application, c'est plutôt charte. Bonsoir à tout le monde. Donc, il s'agit de la charte d'engagement d'un dispositif qui s'appelle EcoWatt, des collectivités, des acteurs publics du territoire. Bon, je pense que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu une mobilisation concernant l'énergie. Cette charte concerne justement une sobriété énergétique. Elle est portée par RTE, c'est-à-dire le réseau de transport d'électricité, et par l'ADEME, l'Agence d'environnement et de maîtrise de l'énergie. Alors, EcoWatt, il s'agit peut-être que pour certains, je peux montrer, mais il y a eu une large distribution de ces petits flyers. Alors, EcoWatt donc, est un dispositif citoyen qui permet aux Français, aux entreprises et aux acteurs publics d'apporter une consommation d'énergie responsable et de contribuer ainsi à assurer le bon approvisionnement de tous en énergie. Voilà le cadre général dans lequel il a été conçu. Nous, en tant que collectivité et acteurs publics des territoires, nous occupons une place centrale et nous sommes des relais essentiels dans ce dispositif qui a pour but de sensibiliser à ces enjeux du consommer au bon moment. Plus généralement, pour la maîtrise de la demande en énergie. Il s'agit effectivement, je vous renvoie à des flyers de consommation qu'on a distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la ville.
Donc, en tant que collectivité, nous avons ce rôle indispensable et ce rôle se décline à 3 niveaux en tant que gestionnaire d'équipements publics, en tant qu'acteur public et interlocuteur naturel des administrés et des entreprises du territoire et bien sûr, en 3e niveau, en tant qu'employeur. Si vous retrouvez un peu, je ne vais pas vous embêter en lisant toute la charte, mais vous retrouvez dans la charte d'engagement ces 3 niveaux, c'est-à-dire vous retrouvez des engagements de la collectivité en termes donc de gestionnaire d'équipements publics avec nos engagements, toutes les cases qui seront remplies. Vous retrouvez en 2 en tant qu'acteur public et vous retrouvez en 3e niveau en tant qu'employeur. Chaque geste compte et que la transition énergétique est l'affaire de tous. EcoWatt, ce sera un outil supplémentaire. Nous avons déjà tous plus ou moins mis à niveau privé des gestes économiques de sobriété énergétique. Là, il faudra peut-être à un moment donné, par ce système EcoWatt, renforcer la collectivité territoriale, c'est-à-dire la mairie elle sera informée s'il y a un risque majeur de coupure et on aura de coupure de courant et nous aurons différents niveaux effectivement pour être prévenus puisque EcoWatt en fait porte le terme de météo. C'est le même principe que la météo. Quel est le risque? Y a-t-il du verglas, de la neige ou pas? Donc on est un peu dans ce même système et quand on sera alerté, il faudra à ce moment-là que la collectivité informe bien sûr la population, mais s'applique elle-même tous ces engagements qui sont stipulés dans cette charte. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Lévy. Ayant participé à la réunion publique sur le plan communal sobriété énergétique, qui est une bonne initiative et qui permet d'ouvrir le débat, puisqu'il y aura, je pense, une autre réunion de suivi. Et sur le site, il est indiqué le panel des premières mesures. On ne peut être que favorable à des mesures de sobriété énergétique. Donc EcoWatt participe à cette orientation, c'est très bien, mais je pense qu'il faudra demain anticiper aussi un EcoWatt pour le plan canicule. Pourquoi? Parce que nous savons que de plus en plus nous allons avoir un impact de canicule qui va entraîner une augmentation des climatisateurs qui sont, énergivores. Et en plus, par rapport à dégagement de chaleur, augmente encore l'effet de serre. Donc il va falloir trouver et demander à l'ADEME, en anticipation, est-ce que vous avez dans les tiroirs un plan d'incitation à éviter, en effet, l'achat prématuré de climatiseurs et de voir qu'il y a des mesures simples que pratiquaient même les Romains à l'époque, par le carrelage, par différentes mesures. On peut améliorer le confort en cas de plan canicule. Donc là, nous sommes dans un plan de froid, mais ce n'est pas un froid absolu. On a vécu d'autres époques. Et au contraire, même le froid absolu, depuis les années 60, est en diminution, si vous regardez les tendances. Donc on sera plutôt dans des froids de nature moyenne. Et que demander un geste de diminution, c'est très bien. Il y a des mesures simples, j'avais dit lors du débat public, il fait froid, on rajoute un pull et on porte une écharpe. Et surtout, je fais justement la responsabilité de la commune est aussi impactée, indirectement, je dirais-je, quand vous allez dans les centres commerciaux. Je prends One Nation, il suffit de circuler, vous voyez des boutiques, la porte grande ouverte, alors que le gouvernement a bien dit, il est dissuasif, même interdit, de laisser les portes ouvertes en période d'hiver. Donc, est-ce qu'on est en capacité d'intervenir ou de prévenir les autorités du centre commercial pour qu'ils appliquent au moins ces règles? Voilà. Donc, oui, au plan énergétique, sobriété, mais essayons d'être éco-citoyens, de vérifier devant sa porte et autour de soi s'il n'y a pas des mesures, dirais-je, qui vont au contraire vis-à-vis de ce plan. Merci.
Pour la dernière remarque que vous avez faite à propos de One Nation, je me suis fait cette remarque aussi et j'ai interpellé une boutique dans laquelle j'étais en me disant que ça me paraissait tout à fait anormal d'avoir les portes grandes ouvertes comme ça. Et je dois dire, j'ai pas été convaincu par sa réponse, mais sa réponse était en gros, nous voulons aérer un minimum à partir du moment où il y a du passage dans la boutique. Je dis, un minimum, à ce moment-là, c'est pas plusieurs heures où c'est ouvert. Voilà. Ouais. Mais j'ai fait cette remarque, ça m'a personnellement également choqué. Après, One Nation, à partir du moment où il laisse le chauffage se gaspiller comme ça, il y aura une augmentation des charges qui seront répercutées sur les différents locataires. Je pense que la raison d'eux-mêmes feront qu'ils seront beaucoup plus prudents sur les portes grandes ouvertes. Bien sûr. Voilà. Oui, Monsieur Seval. Oui, moi aussi j'ai quelques remarques sur la charte, puisque c'est bien de cela dont nous discutons aujourd'hui, oui, et sur laquelle nous allons voter. Ma question est toute simple. Il y a un certain nombre de cases à cocher. Or, dans le document, aucune ne l'est. Non. Donc en fait, la question qui est quand même derrière, c'est l'engagement que la ville va prendre. Est-ce que nous allons cocher toutes les cases, auquel cas, de toute façon, il y a celle de la climatisation, donc ça commencerait déjà à répondre sur la problématique du chaud. Est-ce qu'il y a des cases que vous allez volontairement laisser de côté ou non? Et ensuite, j'ai une deuxième remarque. Tout ce qui est lié effectivement à ce genre d'initiative, qui est, comme l'a dit Gérard Lévy, une très bonne initiative. Moi, il me semble, il faut qu'elle s'accompagne aussi du pilotage au niveau de l'énergie. Et je sais qu'on en avait déjà discuté lors d'une commission, me semble-t-il, sur les capacités de la ville à pouvoir contrôler quasiment en temps réel l'énergie consommée, qu'elle soit électrique, gaz, etc. Puisque ce genre d'élément permet aussi de prendre des décisions rapides et de ne pas attendre de se retrouver avec une facture pour dire « j'ai raté quelque chose ». Moi, je peux répondre. Je peux vous répondre par rapport à la charte au départ. Effectivement, il y a plusieurs cases et qui montrent, si vous avez regardé, j'allais dire, il y a une augmentation de l'engagement qui est le plus important. Si je prends la case, par exemple, en tant que... Voilà, une démarche d'économie. Voilà, je suis en tant que quoi là, bon. Le premier, c'est diminuer l'impact de l'éclairage des locaux lors des alertes EcoWatt. Vous pouvez avoir la diminution en modulant son intensité. Vous pouvez aller plus loin en limitant les décorations lumineuses et les éclairages ornementaux, alors que si vous regardez la case du dessous, elle est beaucoup plus light, l'engagement est moins important. Donc je pense qu'à partir de tout l'engagement que monsieur le maire a présenté lors de la réunion publique et des documents qui ont été boités dans l'ensemble chez des chrétiens, je pense que vous savez vers où on va cocher. On ne peut pas non plus, dans une charte, vous donner déjà coché avec la signature du maire, quand même. C'est un document type et de travail, mais qui va être personnalisé. Et si vous nous faites confiance, vu tout ce que l'on a pu faire jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a plus d'ambiguïté. Je comprends votre question, puisqu'on vous demande de voter sur une charte sur laquelle... Voilà, bon. On va cocher. Bon. Par contre, après, il faut s'engager sur ce qui est atteignable. Hein. On peut nous demander de tout faire. Si on n'a pas les moyens pour tout réaliser, on pourra cocher les cases, mais pour moi, ça ne sera pas la bonne position. Donc, il va y avoir une analyse de l'ensemble de ce qui est atteignable parmi les services, compte tenu de la situation actuelle, compte tenu de ce que l'on va faire dans nos engagements futurs et dans nos investissements futurs. Voilà. Mais il y a une rubrique qui vous pose problème ou qui vous interroge? Ah non, absolument pas. C'était vraiment juste par rapport... On parle d'engagement et comme il n'y a aucune case de cocher, je me dis en fait on peut voter sur une charte et se dire qu'en fait on est engagé sur rien du tout. En fait, voilà, il était là le sujet. Et donc je voulais savoir si vous avez déjà une vision. Et donc la réponse en fait est non, pas encore. Si, il y a une vision, bien entendu. D'accord.
Non, Si- mais si- mais si le principe, c'est la charte d'aller vers les gestes citoyens qui vont nous permettre de réduire tout ce qui est consommation. Après, voilà, pour l'instant, tout ça n'a pas été rempli, vous a pas été présenté. Par contre, bien entendu, la charte, lorsqu'elle sera finalisée, ben, vous aurez un retour. Mais par exemple, l'engagement en tant qu'acteur public, mener des actions de sensibilisation des jeunes publics, c'est déjà en cours. On a déjà mené des actions auprès des écoles, une réunion publique et des flyers, tout ce qui a été distribué comme information va dans ce sens. Sensibiliser les éco-gestes, vous les y retrouvez à l'intérieur. Les publics, entreprises et commerces, vis-à-vis des commerces, il y a eu effectivement des démarches, puisque ne serait-ce que pour éteindre les vitrines des commerces, eh bien, ils ont eu une incitation. Après, c'est du domaine privé, mais nous, on joue notre rôle de relais. Le quatrième carré, c'est relayer les signaux d'alerte. Vous comprenez bien qu'une fois que la mairie sera alertée qu'il risque d'y avoir une coupure de courant à 72 heures, nous allons largement, sur le site de la ville, informer le public. Donc, vous voyez, là, j'ai pris au hasard les acteurs publics, on coche déjà toutes les cases. Et ce qui est important, c'est la notion de charte d'engagement en global. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette nouvelle unanimité. La délibération suivante concerne une délibération que l'on présente très souvent à cette période, puisqu'il s'agit de la création de postes de saisonniers qui seront agents recenseurs. Pour l'année 2023, ces recensements s'effectueront entre le 19 janvier 2023 et le 25 février 2023. Il y aura 3 agents recenseurs qui seront retenus. Vous avez les rémunérations qui sont proposées pour ces missions. Voilà, c'est une délibération traditionnelle à cette période. Et je crois qu'il y avait une question qui avait été posée en commission par rapport aux 3 postes. Il y a eu aujourd'hui 4 candidats. Voilà. Monsieur Lévy, monsieur le maire, c'était pas cette question-là, puisque c'est moi qui l'avais portée dans la commission. Je demandais donc s'il existe un bilan de travail réalisé l'année précédente de ces agents recenseurs. Si tel est le cas, il serait souhaitable de le communiquer, voire de le mettre sur le site web de la ville. Pourquoi pas? On m'a pas remonté cette question. La question qu'on m'a remontée et que vous aviez demandé le nombre de candidats. Voilà. Bon, mais on va. Moi, je suis dans la mesure où on a ces éléments, enfin les mettre sur le site de la ville ou le communiquer ou le partager entre nous. Oui, juste un additif, mais plus large. Alors, en effet, notre commission a la chance, on pourrait dire, de mettre en application la décision qui était de dire une recommandation forte, incitative, que les commissions fassent des comptes rendus. C'est régulièrement le cas pour notre commission, et c'est très bien. Ouais. Mes collègues ne sont pas sûrs et certains que c'est la règle dans d'autres commissions. Il serait utile et nécessaire de rappeler cet engagement. Je prends note et je partage cet objectif sur chacune des commissions, des comptes rendus synthétiques de chacune des commissions. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. La décision suivante concerne la modification du tableau des effectifs et relativement au grade. Cette fois-ci, nous avons une présentation de création de 4 grades dans la filière administrative, la filière animation et la filière technique. Voilà, délibération qui est traditionnelle également. Y a-t-il des questions ? Donc je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Point suivant qui sera présenté par Philippe Huret, qui est une convention de partenariat entre la ville
et l'association MJC. C'est ça, oui. Donc les relations partenariales avec les associations œuvrant sur la commune sont contractualisées par des conventions de partenariat établies pour 4 ans à compter de la date de leur signature. La convention arrivée à échéance en 2019 a été renouvelée en 2019 puis en 2020. Celle-ci a été renouvelée pour une durée d'1 an le 14 septembre 2021. Le décret 2001-495 du 6 juin 2001 prévoit l'obligation de conclure une convention d'objectifs avec toute association percevant une subvention supérieure à 23 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer le renouvellement de la convention de partenariat avec la MJC, signée en 2021, et ce pour une durée de 1 an, laissant le délai nécessaire au conseil local de la vie associative de travailler sur l'ensemble des conventions. Pardon. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions sur cette convention de partenariat très efficace avec la MJC, quand on voit tout ce que propose la MJC? Oui, juste une remarque. Bon, on a eu le temps d'en discuter un tout petit peu hier en commission. La remarque est plutôt de se dire que si effectivement ce sont les mêmes conventions qui se répètent d'année en année, pourquoi pas les rendre pluriannuelles, voilà, sur 2-3 ans, pour ne pas avoir à les passer toutes les années. Voilà, c'était juste cette remarque. À partir du moment où on peut simplifier sans risque, je partage. Donc je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Bien. Là, autre convention de partenariat. Voilà, mais qui là, est, en fait, avec c'est exactement la même chose, mais pour l'USMC. Donc je vais pas vous relire tout. Donc est-ce que vous avez des questions sur l'USMC par rapport à cette convention? Je suppose, Monsieur Seval, que vous faites la même remarque. Merci. Et je la partage également. Voilà. Donc... D'accord. Donc je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Dernier point qui est relatif aux subventions aux associations, qui sera toujours présenté par Philippe. Bien, donc pour simplifier un peu, un certain nombre d'associations, comme tous les ans, ont présenté un dossier de demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2022. Ces demandes donc, ont fait l'objet d'un examen approfondi par les services de la ville. Les critères d'attribution définis par le conseil local de la vie associative, dont les membres ont été élus par les associations chrétiennes, ont bien sûr été pris en compte dans l'étude des dossiers. Les éléments financiers, budget prévisionnel, compte de résultats, solde de trésorerie, mais également l'action citoyenne de l'association. Réponse à des besoins identifiés, fonctionnement en partenariat. Son caractère d'intérêt local, nombre d'adhérents clésiens, fréquence des activités, afin de déterminer une aide financière objective garantissant une équité dans l'octroi des subventions à chaque association. Par ailleurs, une enveloppe reste consacrée au dispositif d'aide au projet, laquelle permettra à la ville de soutenir la réalisation d'un projet ou d'un événement ponctuel et spécifique dont l'objet et le financement seront clairement identifiables. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la répartition des subventions de fonctionnement aux différentes associations ainsi que la somme attribuée aux aides au projet telle qu'indiquée au tableau annexé à la présente. Avez-vous des questions ? Oui, alors quelques questions, malgré ma présence hier à la commission, qui est arrivée un petit peu tard dans c'était un peu de revoir bien les documents. Une petite question quand même sur une des subventions qui est attribuée à CDPC. On se demandait quel était l'acronyme, que représentait l'acronyme CDPC. Voilà, ça c'est. Alors ça sera le CE de la, non, c'est même pas le CE de la ville. Oui, c'est l'association, le comité du personnel communal. Voilà. C'est DPC des Clés-sous-Bois. Voilà. D'accord.
Et donc il y avait une question que j'avais posée sur le SMC, puisque c'est la plus grosse augmentation, on le voit bien. Donc j'ai eu une explication qui m'a été donnée par M. Huret concernant l'activité de l'USMC dans la période Covid, a priori qui avait diminué, qui avait déjà une subvention qui n'avait pas utilisée. La trésorerie étant... la trésorerie étant bonne. Ça c'était un point. Et puis il y avait une question sur, alors peut-être pas par rapport aux associations qu'on voit effectivement ici, mais c'était plus une remarque sur le Téléthon. Donc je pense qu'il n'y a pas de subvention aujourd'hui attribuée au Téléthon. S'il y en a peut-être. Mais la question était en fait d'ordre un peu général sur le... Si, le Téléthon, c'est la LMG. La LMG, vous l'avez en deuxième. LMG, ouais, ok, ça marche, 850 €, ok. Au niveau justement de la manière dont sont, alors les subventions est une chose, la manière dont a fonctionné le Téléthon, je ne sais pas si vous avez des chiffres sur le sujet. Alors déjà, nous on voulait remercier, vous l'avez fait lors de la réunion de clôture ou même d'ouverture, de remercier les bénévoles et puis l'organisation des services de la ville et l'ouverture, si j'ai bien compris, pour la première fois de Noiret dans le cadre du Téléthon. La question que je pouvais me poser, ayant participé et vu ce qui s'est passé sur les clés et vu ce qui se passait sur Villepreux, il y a quand même vraiment une grosse disparité sur la manière dont est abordé le Téléthon. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le Téléthon sur Villepreux, c'est assez dynamique. Il y a énormément de personnes, par exemple le samedi soir. Et il y a un des éléments qui est quand même assez flagrant, qui est pour moi la possibilité de pouvoir se restaurer sur place, puisque effectivement les personnes qui participent donc au Téléthon, qui peuvent donner au Téléthon, peuvent manger, donc se restaurer dans le cadre de grandes tablées dans le gymnase. Et si j'ai bien compris, donc au Clé-sous-Bois, ce n'est pas possible. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ça donne vraiment une très belle dynamique qu'on a du mal à avoir au niveau des Clés-sous-Bois. Donc ça, c'est remonté depuis déjà pas mal d'années. Donc je ne sais pas s'il y a potentiellement une inflexion sur le sujet ou une réflexion à avoir pour essayer de fournir cette possibilité qui permettrait de favoriser tout simplement la participation des Clésiens au Téléthon. Alors je trouve que vous êtes un peu dur sur l'absence de dynamique. Effectivement, nous avions constaté sur plusieurs années qu'il y avait un essoufflement autour de tous les bénévoles, malgré tout ce qu'ils donnaient. Et j'ai eu l'impression que cette année, il y avait une nouvelle dynamique qui était arrivée. Enfin, je pense qu'on a été de nombreux élus à être présents. Après, je pense que nous sommes dans une période où c'est très peu aisé de mobiliser un certain nombre de personnes. Mais j'ai trouvé cette année qu'il y avait une meilleure dynamique. Pour ce qui est de la question effectivement de la nourriture dans les gymnases, c'est une position que nous avions toujours pris à ne pas l'accepter. Néanmoins, nous avons essayé de faire un maximum de communication. C'est ce qui a été fait d'ailleurs depuis 2 ans. On va associer le Téléthon au futur marché de Noël, avec l'équipe du Téléthon. Je pense que faut pas être aussi dur que ça. L'année prochaine sera une année importante pour tous les bénévoles du Téléthon. On verra avec eux, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir, comment on pourra les aider à continuer cette nouvelle dynamique. Sans compter que la salle de Villepreux, c'est quand même la salle Petrucciani qui n'est pas un gymnase. Voilà. Non, pas du tout. Non, c'est réalisé à Mimoun. Ils ont fait... Ah oui, c'est à Mimoun. Et même cette année, c'était dans la grande salle. Avant, c'était dans la petite salle. Et maintenant, c'est même dans la grande salle. Et je peux vous dire qu'il y avait au moins 300 personnes le samedi au moment de la restauration, parce que j'ai la famille qui danse là-bas. Donc, j'ai pu voir ce qui se passait. Ok, mes propos n'étaient pas sur la dynamique des bénévoles. Moi, j'ai bien compris qu'il y avait une belle dynamique au niveau du bénévolat. C'est plutôt pour les citoyens, pour pouvoir participer. C'est moins évident quand il y a des attraits qui ne sont pas possibles, quoi. Voilà. Et donc la nourriture a l'air d'être un attrait intéressant. Voilà, un des points qui a l'air de faire converger pas mal de personnes. Mais là, il y avait un point de nourriture qui était à l'extérieur. Effectivement, pour l'instant, c'était pas à l'intérieur. Il y a eu un moment donné, et puis ça a été abandonné. Voilà. S'il n'y a pas d'autres
Il n'y a pas d'autres questions sur les subventions aux associations, donc je propose de mettre au vote. Alors, Fabienne Bouchès, donc je ne participe pas. Donc 2 personnes ne Jean-Jacques prennent. Lecoq ne prendra pas part au vote. Voilà, Fabienne Bouchès, je ne prendrai pas part au vote. D'accord. Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Donc, merci pour cette nouvelle unanimité, puisque nous avons passé tous les points du Conseil ce soir à l'unanimité. Avant d'essayer de répondre aux questions sur les décisions, donc un petit point pour rappeler que le prochain Conseil aura lieu le 11 janvier. Autre information pour tous les élus, nous sommes dans la phase de calage du marché de Noël, et dès que tout sera calé au plus tard pour jeudi soir, nous vous transmettrons toutes les informations nécessaires pour ce qui va se passer entre vendredi soir jusqu'à dimanche. Voilà, de manière à ce que chacun puisse être informé. Oui, monsieur Lévy. Oui, j'avais pas bien saisi que les décisions étaient closes, donc je souhaiterais rappeler la 22-305. Non, je vais Ah. L'ordinateur s'était éteint, là aussi une panne énergétique. Voilà. Donc il y avait une question sur l'avenant de marché. Il y a eu un avenant au marché de nettoiement urbain. Oui. Ce que j'ai d'ailleurs, j'en ai discuté avec Madame Beaulieu, nous ferons une communication de manière à préciser sur chacune des rues de la ville combien de fois il y a un passage tout au long de la semaine, du mois ou de l'année, de manière à ce que même si il y a des habitants qui s'aperçoivent qu'alors que ça doit passer, je vous donne une fréquence au hasard, une fois par semaine, si pendant 15 jours il n'y a aucun passage, faudra qu'on prenne des actions. La question sur l'enlèvement des véhicules, c'est relayé systématiquement au commissariat. Alors lorsqu'il y aura la mutualisation de la police municipale, ça sera d'autant plus facile. Il y a une question sur le nettoiement des escaliers de la gare. Tout ça, c'est sur la responsabilité de Sky. Et on va faire remonter. Après, il y a une question sur la formation de la 22-305. C'était une formation sur les plans de circulation. Il y a eu ont été présents des administratifs, des techniciens et quelques élus qui l'ont fait dans le cadre de leur DIF, de leur droit individuel à la formation. Je crois que vous avez fait une demande, monsieur Lévy, à ce propos, et on va y accéder. Ça a été fait. Ça a été fait. Vous avez une formation dans ce cadre-là. Cyclistes, je crois pas, c'est une formation. Non, mais non, je parle pas des cyclistes. Sur une autre formation. Oui, c'était une formation au titre sur du DIF. voilà. La protection pour les élus de toute agressivité. Voilà. Donc voilà. Là, les élus, certains élus qui sont présents là, comme Jean-Christophe Toile, étaient là dans ce cadre-là. Voilà. Donc, je pense que nous allons pouvoir clore ce conseil. Oui, monsieur Deux Lévy. petites questions qui sont en dehors de l'ordre du jour. Puisque, ensuite, n'oublions pas, c'est prévu. C'est prévu, je clôt le conseil et après je m'adresse aux éventuelles questions de la salle. De la minorité, plutôt. Nous devons avoir le même traitement, quel que soit qu'on soit de la majorité ou de la minorité, pour des choses toutes simples. Par exemple, l'accès à la maison du peuple, qui est la mairie, nous est pas possible parce que nous n'avons pas de passe. Alors la raison, je ne sais pas d'où elle vient, elle est historique, à un moment donné quelqu'un a décidé, mais je ne suis pas certain que dans les autres collectivités territoriales, les élus ne peuvent pas posséder un tel passe. Le pass, si pose problème, il peut être limité, comme ça se passe dans toutes les résidences, au niveau de l'ouverture au public d'accès, entre 9h, mettons, et 17h.
qui nous permettrait, nous, d'avoir accès à nos boîtes aux lettres, y compris lorsque la mairie est fermée, par exemple, entre la pause vacation de midi, et même pour nos réunions. Je pense nos réunions se font à l'intérieur et on vient nous chercher à la porte lorsque... alors, si on a oublié notre mobile ou le mobile n'a pas de batterie, on reste dehors. Ce cas n'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver. Donc, la demande est de dire, de réfléchir, peut-on avoir un pass qui permettrait d'être à égalité de traitement? C'est la première question. Je sais qu'il y a eu la demande et je vous réponds que nous allons effectivement y réfléchir. D'accord. Alors la deuxième, c'est plutôt dans le cadre de l'innovation. Nos conseils municipaux sont en direct sur Facebook. C'est très bien. Mais je pense que parmi nous, il y a des élus pour des contraintes professionnelles ou familiales ne peuvent pas assistent bien sûr sur Facebook à ces réunions, mais est-ce qu'il serait possible qu'ils puissent communiquer leurs questions si nécessaire et qu'elles soient affichées sur écran ou communiquées par SMS afin qu'il y ait comment dire, on parle tellement de visioconférence distancielle, c'est une pratique de plus en plus courante, bien sûr encadrée, puisque le règlement intérieur actuel dit bien que les conseils municipaux se font en physique dans l'enceinte, on peut modifier et sauf cas exceptionnel, puisque nous avons fait certains conseils municipaux en visio. Hein. Exact aussi. Donc, à réfléchir, voir si des collectivités n'ont pas déjà essayé. Après, il faut rester dans la simplification, même au niveau du direct sur Facebook. J'ai demandé à ce qu'on étudie à conserver, bien entendu, ce direct, mais avec des coûts moindres. Voilà. Il faut pas non plus oublier que nous allons être de plus en plus aussi dans cette logique. Voilà, donc là je propose de clore le conseil. Comme je vois qu'il y a des personnes dans la salle, y a-t-il des...